Bonjour amis internautes de leral.net et bienvenue à la plateforme TV de leral.net. Aujourd'hui, leral.net va débuter sa première émission politique et leral.net a aujourd'hui l'immense plaisir de dérouler le tapis rouge à Malick Noël Seck. Malick Noël Seck qu'on ne présente plus, ancien membre du Parti socialiste, ancien leader des convergences socialistes, mais qui aujourd'hui porte la casquette du secrétaire général du Front National du Salut Public Moom Sa Réew. Il est aussi également membre de la coalition Sàmm Li Ñu Bokk, Alternative Solidaire. Bonsoir Monsieur Seck. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alhamdulillah. Alors, Monsieur Seck, la première question qu'on a envie de vous poser, entre 2008 et 2012, on le sait, vous étiez assez combatif sur le terrain politique. Ça vous a quand même valu 3 séjours en prison entre 2008 et 2012. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce Che Guevara sénégalais? Non, je crois que faire la comparaison avec Che Guevara est exagéré. Nous sommes loin d'être à ce niveau de conscience révolutionnaire ici au Sénégal. Nous avons combattu un régime, à l'époque, les circonstances imposaient que l'opposition devienne frontale, parce que nous avions en face de nous un régime qui était non seulement finissant, mais qui voulait plus respecter les règles du jeu. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Le régime actuel a été élu. Il faut leur laisser faire le mandat et on s'oppose de manière républicaine, tout en disant vraiment ce que l'on pense. Mais souvent, on attend de nous que nous soyons brutaux, vindicatifs, alors que nous n'étions même pas comme ça. C'est-à-dire que moi, si jamais j'ai fait de la prison, essentiellement, c'était pour avoir écrit une lettre. C'était pas pour avoir brûlé des pneus ou agressé des gens. Donc, ce n'est même pas mon style d'être pour la violence ou ce genre de choses. Nous nous sommes imposés avec les armes que nous avions, par la plume, par l'image, par les idées, les manifestations et les marches. Et aujourd'hui, nous continuons dans le même sillage, parce que le Sénégal souffre toujours du même problème, c'est son manque de liberté, de souveraineté qui fait que nos dirigeants sont toujours aux ordres et ne travaillent pas réellement pour les intérêts exclusifs des populations sénégalaises. Dans le fond, est-ce que vous ne vous dites pas que cet emprisonnement a été quand même salutaire? Est-ce que ça ne vous a pas donné après une certaine légitimité populaire par rapport à ce que vous voulez dire? Qu'on dise que vraiment c'est Malick Noël Seck, bon, il y a la conscience révolutionnaire qui est là, même si vous refusez Che Guevara. Mais le fait que Malick Seck, il était prêt à aller en prison, donc c'est un profil crédible pour la politique sénégalaise. Non, je ne parlerai pas de légitimité populaire, mais je dirais que lorsque le pouvoir devient répressif, cela montre vraiment que vos idées dérangent. Et la prison, en fait, a validé en fait, tout simplement nos doléances. Et donc, je crois que c'est ça. Il y a des moments où, c'est vrai, dans les combats politiques, ça arrive, mais ce n'est pas pour obtenir quelconque légitimité. C'est juste que, enfin, ça, je l'ai appris en faisant la prison, c'est que c'est en prison que la lutte se concrétise. Donc, ça fait partie du jeu, surtout dans nos pays où vraiment la démocratie n'est là que de façade. Donc, tactiquement, des fois le pouvoir se trompe en emprisonnant des gens bêtement, quoi. Absolument. Si on va directement dans la question, parlons un peu du Parti socialiste. On sait que vous étiez quand même l'une des premières personnalités quand même à être de façon frontale, contradictoire avec le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Aujourd'hui, avec l'affaire Barthélémy Diaz, avec tous les soubassements, même parfois brutaux, au sein du Parti socialiste, est-ce que quelque part vous ne vous dites pas que vous avez été quand même avant-gardiste par rapport à la question du PS, par rapport à son avenir? Bon, moi, tout ce qu'on avait à dire par rapport à ce parti-là, nous l'avions dit lorsque nous y étions avant notre exclusion en 2012. Je n'aime pas malheureusement cette phrase qui
qui tend à dire que l'histoire nous donne raison, parce que malheureusement, ça voudrait dire que c'est déjà trop tard. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Parti socialiste tel qu'il existait, tel que les militants de l'époque le rêvaient, ce parti-là n'existe plus. Je n'ai pas trop de commentaires, je n'ai pas envie de faire trop de commentaires, si ce n'est que exiger la libération de cette jeunesse et de ces hommes politiques. Je pense on pensait qu'avec l'arrivée de Macky Sall, cette fausse idée de rupture, de démocratie, surtout d'émergence, que il n'y aurait plus de prisonniers politiques comme il y avait avant, mais malheureusement c'est encore pire. Donc qu'il reprenne ses esprits et qu'il libère Bamba Fall, qu'il libère Bira Kandiaï, qu'il libère tous leurs camarades. Ça, c'est le combat actuel, mais est-ce que par rapport au fait que le PS était votre parti formateur, que Senghor a légué, Abdou Diouf a légué, est-ce que ce ne serait pas trop facile d'abdiquer et de dire qu'on m'a expulsé et que vous ne meniez plus ce combat idéologique et ce substrat idéologique qui était dans le parti? Notre combat, ce n'était pas un combat pour le Parti socialiste, c'était un combat pour le Sénégal et les Sénégalais. Un parti, ce n'est qu'un outil. Quand tu veux manger ton tchèp, tu prends ta cuillère. Le Parti socialiste, ce n'est que la cuillère. Nous, on travaillait et on se battait pour améliorer les conditions d'existence des Sénégalais. Donc, mais au sein du Parti socialiste au sein du Parti socialiste, comme aujourd'hui on le fait au sein d'un autre parti. Maintenant, c'est dommage qu'un parti comme ça, évidemment, qui a 40 ans, qui fait partie quand même du patrimoine historique de ce pays, ait été vendangé pour des questions d'intérêt, de poste et de pognon. Absolument. Dans une contribution, vous manifestiez votre soutien envers votre ancien camarade de parti Bamba Fall. Vous disiez que, par allusion, que Ousmane Tanor Dieng, si les camarades du Parti socialiste suivaient Ousmane Tanor Dieng, ça pourrait être dangereux puisque le gars, il est en train d'arrimer vers une cimetière politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez ces Bamba est un ami qui m'a toujours soutenu, en tout cas, lors de mes péripéties au sein du Parti socialiste. Le Parti socialiste est un parti qui est mort. L'autopsie le prouvera. Ça, on verra demain. C'est terminé, de mon point de vue. Donc, à eux de se battre pour redonner un nouvel élan à leur combat et à leur... Le parti est mort ou il est dans le coma? Est-ce que non, mais se réveiller un jour si Malick Noël Seck et les autres arrivaient à... Non, nous sommes dans une autre voie. Nous sommes dans une autre voie. Donc ça, depuis tout à l'heure, vous m'interrogez sur ce parti-là, mais nous, on est passé à autre chose. D'accord? Le Parti socialiste aujourd'hui est à la PR. Donc bon, je ne sais pas comment le dire autrement. Ce sont des socialistes, ils étaient censés être dans l'opposition, ils ont rallié les libéraux. Est-ce que ce n'est pas juste un dérapage idéologique et que peut-être d'autres fils du parti vont... Je suis plus là-bas, je ne peux plus analyser. Je préfère parler des combats que nous menons aujourd'hui plutôt que d'insister sur un passé qui ne passe plus. Donc le passé socialiste, c'est juste un héritage comme ça, vous ne revendiquez plus le Parti socialiste comme un héritage idéologique, sociopolitique? Pas du tout, je ne le revendique plus. Aujourd'hui, nous avons pris une autre voie, qui est la voie du nationalisme, du patriotisme, de l'anti-impérialisme. Nous avons compris que le Sénégal souffrait d'un grand mensonge depuis sa création, qui consiste à dire que le Sénégal est un pays libre et indépendant et que ses dirigeants sont là pour travailler dans l'intérêt des Sénégalais. Ce mensonge-là, nous sommes nés avec. On nous l'a dit à l'école. Chez nous, nos pères et nos mamans nous l'ont confirmé. Nos prêtres et nos marabouts nous le disent. Donc finalement, on est convaincus d'être dans un pays indépendant. Et c'est ce mensonge-là qui nous consume petit à petit. Et c'est pour ça que vous voulez combattre. On va revenir peut-être sur ce point. Juste une question avant d'aborder l'actuel mondialisme. Votre frère Barthélémy Diaz, je pense, c'est un ami d'enfance. Actuellement, il traverse une mauvaise passe judiciaire avec le dossier Ndiaga Diouf qui a encore été ouvert. Quel commentaire faites-vous de ces péripéties judiciaires? Bon, le seul commentaire que je ferai, c'est le commentaire que j'ai toujours fait, c'est que se serait-il passé
si Maître Wade n'avait pas envoyé de nervis au niveau de la mairie, et que se serait-il passé s'il n'avait pas eu les moyens de se défendre? C'est le seul commentaire que j'ai à faire. C'est une affaire qui est aujourd'hui une affaire politique, donc je pense qu'elle se réglera de manière politique. Donc vous rejoignez le papa de Jean-Paul Diaz qui dit que s'il était tué, qu'est-ce qu'on aurait pu dire s'il était tué dans cette manifestation? C'est ce que je viens de vous dire. Ouais, qu'est-ce qui serait passé s'il n'avait pas les moyens de se défendre? Absolument. Et qu'est-ce qui serait passé si jamais le PDS n'avait pas envoyé des gens là-bas? Absolument, absolument. Maintenant, parlons d'autre chose. Vous avez combattu Maître Wade jusqu'à son éviction du palais. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, vous ne regrettez pas Abdoulaye Wade si on voit que Macky Sall est en train de dérouler, mais certains analystes disent que c'est presque le même modus operandi. Il n'y a que les hommes qui ont changé, mais c'est toujours la même chose. Le clientélisme politique, la transhumance et autres tares de la politique à la Machiavel. Non, mais il faut d'abord comprendre que depuis 1960, nous avons des sous-préfets et des gouverneurs à la place de président. Il n'y a pas eu d'alternance, il y a des remaniements présidentiels. Et chaque président fera ou fait un peu plus ou un peu moins que son prédécesseur. Nous sommes les présidents de la République au Sénégal et dans les autres pays de la zone franc sont des présidents qui sont aux ordres de l'Élysée, aux ordres du FMI et de la Banque mondiale. Donc ils sont assis dans un fauteuil qui ne leur appartiennent pas. Donc à partir de ce moment-là, je ne regrette aucun de ces présidents-là, de Senghor à Macky Sall. Aujourd'hui, nous souffrons du système qui produit ce type de président et il est temps aujourd'hui que nous combattions le système. Ces présidents-là ne sont que des symptômes, ce sont pas la cible principale. Nous ne combattons pas contre Macky Sall ou contre Abdoulaye Wade, nous combattons ce qui a engendré ces phénomènes-là et qui font qu'ils préfèrent investir dans des trains ou dans des milliards dans des trains ou dans l'ANOCI au lieu de faire en sorte que les 6000 abris provisoires qu'il y a au Sénégal soient remplacés par des écoles dignes de ce nom. Ils préfèrent emprunter 57 milliards pour un sommet de la francophonie au lieu de faire en sorte de payer la dette de la maternité de Le Dantec qui est de 1,8 milliard. Donc c'est ça les problèmes. En venant ici, je voyais une enfant de 11 ans qui vendait de l'eau au feu rouge sur l'autoroute. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible et je pense que c'est à ce genre de problème qu'on doit pouvoir s'attaquer. Mais ça n'intéresse pas les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale et tout ça. Eux, ils préfèrent que, pour eux, ça, ce sont des dépenses publiques qu'il faut réduire, que ce soit la santé et l'éducation. Or, dans un pays pauvre comme le Sénégal, la santé et l'éducation, c'est un investissement. Et eux, ce qu'ils préfèrent que nous fassions, c'est de nous prêter de l'argent qui nous appartient déjà pour construire des routes et des trains. Nous n'avons pas cette technologie. Donc l'argent, je dis que ça nous appartient déjà parce que le franc CFA est garanti par 50% de nos devises qui sont logées dans un compte d'opération au Trésor public français. C'est dans ce compte-là, c'est-à-dire dans notre propre argent que l'on nous prête pour construire un train. Mais ne sachant pas le construire, on va donner cet argent-là, notre argent à Alstom qui va venir. Cet argent-là ne va même pas passer entre nos mains. Et donc on va rembourser le prêt d'un argent c'est-à-dire qu'on a remboursé 2 fois. Et ça, c'est inadmissible. Nos présidents le savent très bien. Personne ne dit rien. Et ceux qui savent font la sourde oreille. Bon, maintenant, à nous aujourd'hui de sillonner le pays, de sillonner l'Afrique pour éveiller ceux qui doivent être éveillés et secouer ceux qui font semblant de rien savoir. Absolument. Vous parliez du train express régional. On vous a même entendu dire et écrire que le Sénégal n'avait pas besoin de ce terre-là. Est-ce que c'est pas très fort comme argument si on parle de désengorgement de la banlieue et puis le fait qu'on doit quand même être dans une rampe de lancement de développement des infrastructures? On a déjà une autoroute qui va jusqu'à l'aéroport, n'est-ce pas? À quoi ça sert d'avoir un train, un TER, alors qu'on a des cars rapides de Diagandiaï qui datent de 1970? D'accord? Ce sont des investissements qui vont rapporter à la France, mais pas au Sénégal. Je suis désolé. Et puis par rapport au coût, moi je pense qu'il y a plusieurs urgences. Bon, je ne sais pas si jamais votre enfant demain
se casse la jambe sur le terrain de football, auriez-vous souhaité qu'un hélicoptère des pompiers arrive dans 3 minutes? Nous n'en avons pas d'hélicoptère. Donc ça, c'est un problème. Je veux dire, on ne se sent pas en sécurité dans ce pays-là. Moi, je préfère avoir des ambulances qui tournent et une police qui a de l'essence dans ses voitures, plutôt que d'avoir un train qui coûte 500 milliards aux Sénégalais. Et aussi, c'est le cas, il y a une insécurité galopante, vous l'avez aussi remarqué. Oui, absolument, mais notre administration n'a pas de moyens. Notre administration est là que pour gérer notre endettement, pour assurer la continuité de ce qui se passait durant la colonisation. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que l'administration travaille pour l'intérêt exclusif des Sénégalais. Absolument. Parlons maintenant du pétrole, du gaz, du zircon. On prédit au Sénégal un bel avenir sur le plan des ressources minières, mais certains ont déjà crié au népotisme par rapport à Aliou Sall qui, avec Frank Timis Corporation, avec tout ce qui s'ensuit, une personnalité politique comme Ousmane Sonko l'a dénoncé. Quelle est votre position par rapport à la gestion de ces ressources naissantes? Écoutez, l'or que nous avons à Sabodala, nous possédons que 3% de cet or. Et l'objectif de Macky Sall est de, écoutez-moi bien, de posséder 5% de cet or. Bon, quand on entend ça, ça fait mal quelque part. Macky Sall himself. Oui, Macky Sall himself. En anglais maintenant. Ouais, donc Macky Sall himself. Donc pour dire que, aussi que lorsque le pétrole surgit dans un pays du monde, ou le gaz surgit dans un pays du monde, en général, les GI américains et tous ces impérialistes-là ne tardent pas, vous comprenez, et ça se termine souvent mal, d'accord? Donc, sommes-nous préparés à gérer ces questions-là? J'en suis pas sûr. Je vous rappelle que dans le golfe de Guinée, on trouve du pétrole un peu partout. Les Américains sont en train de s'installer via Africom. Macky Sall leur a ouvert toutes les portes, toutes nos bases militaires, sans compter les Français qui sont là. Les Russes viennent de signer un accord militaire avec la Gambie, donc ils sont en train d'installer une base. Donc voici ces puissances qui sont là comme des vautours autour de notre pétrole. Et puis bon, nous on est là, on a l'impression que nos présidents et nos dirigeants, bon, ne sachant pas trop quoi faire, se disent bon, au moins on va essayer d'en se mettre plein les poches, ça sera déjà ça de gagner. Et les successeurs vont peut-être gérer le problème. Donc c'est toujours une fuite en avant. Moi je n'ai pas du tout été convaincu par la manière dont tout ça est géré. Nous avons beaucoup de doutes quant à la transparence de la gestion de ces dossiers par rapport au pétrole, par rapport aux zircons et j'en passe. Donc voilà, dans une république bananière, les rois font ce qu'ils veulent, mais il ne faut jamais perdre de vue que nous avons aussi un peuple qui l'accepte. Parce que ça, dans un pays normal, depuis longtemps, ce sont des millions de personnes qui seront descendues dans la rue. Mais nos présidents se permettent de faire ce qu'ils veulent parce que bon, les gens sont tellement attentistes et il y a un manque de courage souvent de la part des populations qui font que, voilà quoi, on préfère tout mettre sur le dos de Dieu au lieu de prendre ses responsabilités. Donc la responsabilité nous incombe à tous, aussi bien avoir une nouvelle classe de dirigeants, mais aussi avoir une population qui accepte aussi de se battre pour ouvrir les yeux de leurs enfants sur un autre Sénégal, quoi. Absolument. Donc vous pensez que le ballet diplomatique qui a été récemment ourdi ici au Sénégal avec Manuel Valls, Cazeneuve et presque tous les ministres français qui sont passés au Sénégal dans de petits intervalles, ça entre... ça a toujours existé au Sénégal. Mais c'est quand même cette année, ça a été quand même... Il y a eu Manuel Valls, Belkacem, oui, parce que tous les ministres sont venus. Est-ce que c'est un link avec le pétrole, la découverte du gaz Mais vous savez, bien sûr qu'il y a le link avec ça. Faut compter aussi avec le fait que bon, nous sommes dans ce qu'on appelle un précaré français. D'accord? Et que depuis quelques années, les Indiens aussi veulent leur part du gâteau, les Chinois veulent leur part du gâteau, les Américains aussi commencent à vouloir leur part du gâteau. Donc la part de marché des Français, inévitablement, est en train de baisser, surtout depuis que Sarkozy s'est aplati devant les États-Unis. Donc forcément,
ils n'obtiennent pas les marchés en Afrique aussi facilement que sous Senghor et sous Diouf, mais ils sont quand même majoritaires. Donc ils amènent l'artillerie lourde pour dire à nos présidents, écoute, fais pas de bêtises parce qu'on t'a à l'œil, ça c'est à nous. Il faut que ça soit nous qui gérons ça. Et donc évidemment, le président s'exécute parce qu'ils se sont toujours tous exécutés. On fait semblant d'être un dur, de menacer, etc. Mais d'être un roi chez soi, mais dès que tu vas à l'Élysée, vous rabaissez et vous exécutez les ordres qu'on vous donne. Et c'est ça, c'est une question de dignité nationale. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cette coalition, Sam Lunyubok, qui rassemble plusieurs organisations nationalistes, patriotiques, anti-impérialistes, pour justement que l'on s'attaque au nœud du problème, qui est ce manque de souveraineté. Parce que sans une souveraineté réelle, sans une indépendance totale, il n'y aura jamais d'émergence dans ce pays. Vous parlez de souveraineté. Si vous comparez les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade, comme on l'a vu, il était même d'accord pour que les bases françaises ne soient plus au Sénégal, notamment la base de Ouakam. Certains soldats français étaient partis en France. Il a aussi fait des communications par rapport à la FAO, par rapport à cet anti-impérialisme. Est-ce que vous ne pensez pas que Wade a été un cran au-dessus par rapport à notre président actuel Macky Sall? Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque président fait un peu plus et un peu moins que le précédent, mais ça ne change rien fondamentalement au système. Il était pour le départ de l'armée française est toujours là. D'accord? Et certains soldats sont rentrés en France, c'est parce que la France aussi voulait réduire son budget militaire. Donc ça correspondait. Maintenant, on connaît Wade. Les Français veulent partir, il dit ben voilà, c'est moi qui les ai chassés. Mais ils sont à Ouakam, ils sont à la base navale. Donc ça, c'est une chose. C'est vrai que moi, à la fin en tout cas, il a terminé dans un avion escorté par des avions de chasse français pour aller reconnaître des faux rebelles à Benghazi. Et ça a quand même coûté la peau de Kadhafi. Et on sait le patriote que Kadhafi était et toute l'ambition qu'il avait et l'amour qu'il avait pour l'Afrique. Donc là, j'étais très déçu par Maître Wade qui se disait panafricaniste, qui est qui reflétait le plus le panafricanisme parmi tous les présidents que nous avons eus, et qui au final a été la clé qui a ouvert la porte de l'assassinat lâche de Kadhafi. Absolument. Une autre question, il y a les affaires judiciaires, il y a Barthélémy Diaz, il y a aussi Bamba Fall et les, je pense, 19 ou 11 inculpés. Qu'est-ce que cela vous a inspiré, la libération de Karim Wade par sa grâce présidentielle, avec tout ce qui s'est passé? En tant que quelqu'un qui veut respecter l'orthodoxie judiciaire et vraiment l'orthodoxie administrative, est-ce que ça ne vous a pas un peu gêné? Non, moi c'est la manière dont ça s'est passé. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais un jour, l'histoire nous dira comment il est sorti, pourquoi il est sorti. Mais en tout cas, le fameux deal international. Oui, mais bon, le deal, moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. En tout cas, il est sorti, personne ne l'a vu. Et il a disparu. Peut-être même qu'il est encore à Rebeu, on ne sait pas. Hein. Donc, mais quand même, c'était assez rocambolesque. On ne souhaite la prison à personne. Ils n'ont pas su prouver, de mon point de vue, que Karim avait détourné de l'argent. Donc je crois qu'ils étaient mal à l'aise. Et ça prouvait aussi certainement l'incompétence de notre justice, quoi. Donc qu'il soit libre, je pense qu'il devait être libéré de par le manque de preuves, mais la manière dont il a été libéré, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose, quoi. Absolument. Et quel commentaire faites-vous du combat qui est en train de mener le front Manko Wade du Sénégal? Certains disent que c'est assez dispersé. Même récemment, on vous a vu mettre sur les fonds baptismaux un mouvement avec Ousmane Sonko, qui symbolisait aussi l'air dur vraiment et jeune de la révolution au Sénégal. Il faut distinguer Manko et la coalition Sam Lunyubok. Absolument. Manko, c'est un front
qui s'est mis en place autour de 3 points. La défense des libertés, d'accord, la défense, la préservation de nos ressources naturelles et la transparence du processus électoral. Il n'y a que ces 3 points-là qui unissent Manko. Et Manko n'est donc pas une coalition électorale. Nous avons adhéré à Manko parce que ces 3 points-là, ce sont des choses que nous partageons avec tout le peuple sénégalais. Tandis que la coalition Sam Nubok est une coalition électorale. On l'a mis en place parce que nous comptons aller aux élections législatives. Nous comptons participer évidemment après aux élections présidentielles. Donc Manko, c'est un front. Sam Nubok, Alternative Solidaire, c'est une coalition électorale. Alors les gens ont tendance à faire un amalgame, donc c'est l'occasion de préciser la différence. Oui, mais aussi en termes de pragmatisme politique, est-ce que ce n'est pas juste que Manko Wattu Sénégal est quelque chose de symbolique et que sur le plan de l'efficacité et des conditions optimales de réussite politique, vous vous êtes dit qu'on doit créer une autre plateforme plus efficace sur le plan de l'action? Non, c'est pas... Je ne sais pas si vous confondez pragmatisme et opportunisme. Nous sommes à Manko pour défendre les trois idées que je viens de citer. Et nous avons mis en place une coalition qui est une coalition qui compte se battre pour le changement du système politique avec un programme qui va s'articuler autour des conclusions des assises nationales. Donc, et notre but aussi, c'est accéder à une souveraineté qui soit totale. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont quelques partis qui ont à peu près les mêmes idées qui ont décidé de se regrouper. Mais ce n'est pas une coalition contre nature où tu trouves des libéraux, des socialistes, des communistes, etc. Non, nous avons tous à peu près la même vision. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Sam Nubok, ce que nous avons en commun. Et c'est ce patriotisme-là, ce nationalisme, cet anti-impérialisme et ces assises nationales et cette coalition qui est ouverte aussi à tout le peuple des assises nationales. Absolument. Et quelles sont les ambitions immédiates et aussi dans le futur, notamment lors des législatives en juillet et aussi la présidentielle de 2019? Est-ce qu'il commence à y avoir des alliances? L'alliance, c'est justement la constitution de cette coalition. Ouais. D'accord? Mais il peut y avoir d'autres alliances. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est une coalition qui est ouverte à tous ceux qui se retrouvent dans nos idées, tous ceux qui sont en phase avec les assises nationales. Et notre objectif, c'est d'obtenir le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, a toujours été, de mon point de vue, une farce. Et aussi, l'ambition, c'est de prendre le pouvoir aussi en 2019. Donc voilà, nous faisons de la politique pour changer les choses, nous faisons de la politique pour travailler pour nos concitoyens. Donc évidemment, notre ambition, c'est de prendre le pouvoir, et le pouvoir passe par les urnes. Donc là où il y aura des élections, nous allons nous présenter et on verra ce que ça va donner, en espérant que les Sénégalais nous feront confiance. La dualité Sonko-Malick Noël Seck, pensez que c'est complémentaire pour que c'est une dualité jeune et puis qui symbolise peut-être la révolution, parce qu'on commence à dire que nos politiciens commencent à être âgés. Peut-être il y a eu Macky Sall qui est né après les indépendances. Dites-vous de cette dualité Sonko-Malick Noël Seck? En fait, ce n'est pas une dualité parce que nous sommes 6. Vous êtes 6. Nous sommes 7 organisations. Les 2 personnalités phares, même quand on a mis l'information sur les sites ou bien dans la presse, c'est cette dualité-là, ces 2 personnalités-là qui ont été le plus montrées mais ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants, au contraire. Et ils sont pas, mais il y a une transcendance naturelle aussi parfois. Oui, d'accord, mais ils ne sont pas... Ça, c'est vous, le journaliste, qui faites ça. Mais il y a l'expérience aussi. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'alternance générationnelle. Comment dire, la jeunesse n'est pas synonyme de vertu. La preuve, Macky Sall, les jeunes, il n'a pas du tout une gestion vertueuse du Sénégal. C'est vraiment la déception la plus totale, ni sobre, ni vertueuse,
Mais vraiment, c'est une calamité. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est propre. Et puis il n'y a pas d'âge pour aimer le Sénégal. On peut aimer le Sénégal à 20 ans comme on peut l'aimer à 50 ans. L'essentiel, c'est d'être honnête, c'est tout. Donc son PSE et tout, c'est juste du bluff. Mais le PSE, t'as le PSE, le plan Gabon émergent, toute cette zone a son plan qui vient de cabinets qui sont payés par le FMI et la Banque mondiale. Ça, je crois que ça a déjà été expliqué, même dans vos sites. D'accord. Les membres de ce cabinet-là, certains travaillent même, sont employés de la Banque mondiale. Donc c'est pour vous dire que lui-même ne croyait pas à son Yonou Yokouté. Et c'est ça qui nous a servi au début. Il arrive président, il le prend, il le met à la poubelle, il nous amène un plan qui vient d'ailleurs. Quand on vous dit que ces gens-là ne dirigent pas, ne décident pas. Donc tu viens avec ton plan, tu es élu, mais quand tu arrives, les Français, la Banque mondiale, tu dis ah merci, félicitations, vous avez gagné, mais votre Yonou Yokouté là, nous on n'en veut pas. Maintenant, si tu insistes, on te fait dégager d'une manière ou d'une autre, on te met les bâtons dans les roues, ou sinon tu prends ce programme-là. Maintenant, tu n'as qu'à le signer et puis on dira que c'est ton programme. On a vu qu'aucune jeunesse africaine n'a réussi sur ce plan-là, à savoir la lutte contre l'impérialisme, que ce soit latent ou bien très clair dans les politiques africaines, la lutte contre l'ajustement structurel, les institutions de Bretton Woods. Est-ce que vous ne pensez pas que ce combat-là, ça sera toujours cette éternelle lutte décisive? Vous pensez que votre génération... Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez suivi samedi dernier, le 7, cette manifestation contre le franc CFA qui a lieu dans 14 pays dans le monde, l'initiative de Urgence panafricaine, avec Kémy Séba, que je salue et félicite pour son engagement. Aujourd'hui, ce qu'il faut que la jeunesse sénégalaise et surtout la jeunesse politique comprenne, c'est que ce combat-là n'est pas un combat partisan. Et que pour nous, pour moi personnellement, ce serait une victoire que les jeunes du PDS se battent pour que dans leurs textes, dans leurs objectifs, que l'indépendance totale soit notifiée. De la même chose que les jeunesses de l'APR, etc. C'est notre pays. Il s'agit de notre liberté, de l'avenir de nos enfants. Donc c'est un combat qui dépasse le cadre Manfila Bok, etc. Je suis derrière Maki, je suis derrière Watt, je suis derrière Tanor, etc. Là, il n'y a pas de... C'est une question de survie. C'est une question de survie. Et donc, il ne faut pas que ça soit une question de parti. Là, ça serait un échec pour nous dans la diffusion de notre message. Si jamais ces jeunes-là arrivent à inscrire ça comme objectif et qu'on arrive à déconstruire ce mensonge dans lequel on a grandi, parce que c'est très difficile de faire comprendre à des gens que nous manquons d'indépendance. Moi, je parle à un vendeur à Sandaga et je lui dis mais on n'est pas libre. Il me dit mais qu'est-ce que tu racontes Malik? Moi j'ai 2 femmes, j'ai une maison à Dakar, une maison à Touba, j'ai mon enfant étudiant en Italie. Toi tu viens me raconter que je suis pas libre, mais là mon tchaya est plein de liasses. Et alors il faut faire comprendre la connexion qu'il y a entre ce manque de souveraineté, ces 50% de nos devises qui vont dans un compte d'opération en France, et le fait que malgré ces liasses qu'il a dans son billet, ces liasses sont de la monnaie de singe, et que ses routes sont défoncées, que le devanture de son magasin est sale, qu'il n'y ait pas dans le poste de santé de son quartier d'appareils de dialyse, etc., etc. Donc il faut lui faire comprendre tout ça et lui dire que la raison pour laquelle nous sommes pauvres, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous-mêmes et de ceux qui nous dirigent. C'est ça en fait qu'il faut casser et déconstruire. Bon, ça c'est du boulot, bon, on s'y attelle et on fera notre maximum. Absolument. Macky Sall, quand il était en voyage en France récemment, il avait déclaré que la monnaie franc CFA, bon, même si elle n'est pas la monnaie idéale, il faut que les gens... Est-ce qu'on va aller à l'aventure comme ça, là, juste parce que cette monnaie-là n'est pas bonne, ou ce n'est pas la monnaie idéale? Qu'est-ce que cela vous inspire, les péripéties avec le franc CFA? Vous pensez que c'est une monnaie... Bon, lui, il a déclaré que le franc CFA était une monnaie qu'il faut garder. Mais dans certains sites, on dit qu'il a été un peu nuancé. Il dit qu'il attendait peut-être que les économistes lui fassent parvenir la meilleure formule. Il a dit qu'il attendait parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Et si jamais il ne sait pas ce que c'était, c'est que franchement, il ne mérite pas d'être notre président.
si à l'âge qu'il a, avec les fonctions qu'il a occupées au Sénégal, en étant Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il ne sait pas que notre franc a été créé en 1945 pas par nous, et ce que ça nous coûte, c'est que bon, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est mal passé, quoi? Ça pose problème. Est-ce que c'est vraiment lui qui parle ou pas? Et à un autre moment, il dit aussi que le franc CFA est une bonne chose, qu'il faut le garder. Bon, moi je dis, à l'époque de l'esclavage, il y avait des nègres qui pensaient que l'esclavage était quelque chose de bien. D'accord? Du temps de la colonisation, tu avais des collabos, des traîtres, et qui collaboraient avec le colon. D'accord? Malcolm X dit que tu avais le nègre des champs, le nègre de maison, qui, lorsque le maître était malade, disait au maître, sommes-nous malades? Donc bon, moi je vous ai dit que nos présidents, aujourd'hui, dans cette zone franc CFA, bon, sont des collabos. Hein, cette zone franc-là, c'est un peu une fédération monétaire dirigée par la France. Donc à partir de ce moment-là, si toi tu t'arrêtes à dire que c'est quelque chose de bon, bon, c'est-à-dire que, évidemment, c'est une humiliation, parce que des Français qui nous regardent te disent, mais vous êtes vraiment des crétins, comment vous pouvez accepter qu'un président dise du bien du fouet avec lequel on vous frappe? Donc vous êtes vraiment des moins que rien. Donc évidemment, en tant que citoyen, lorsque ton président s'exprime, il s'exprime, que tu sois avec lui ou pas, il s'exprime en ton nom, surtout quand il est à l'étranger. Et donc tu vis ça, tu as envie, moi j'avais envie de m'enterrer, de me cacher, tu vois, parce que tu n'es plus du tout fier à ce moment-là. Donc voilà, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et lui, vraiment, dans la soumission, dans la servilité, il a atteint ce qu'aucun président a atteint. Nos présidents ont l'échine docile, quoi. Hein? Nos présidents ont l'échine docile. Non, ils ont courbé l'échine complètement. Ils ont courbé l'échine et ça fait mal. On aurait voulu voir un Macky Sall vaillant, guerrier, qui disent non, moi, fallait au Mélène. On va affronter les problèmes, quel que soit ce que ça va nous coûter. Mais on va arrêter d'être des mendiants à la solde. Est-ce que c'est pas risqué si on voit le sort de Sankara, des autres idoles quand même de l'anti-impérialisme, oui, puisqu'ils sont morts les armes à la main? Est-ce que parfois il n'y a pas une certaine crainte de la mort? Mais moi je préfère mourir d'une balle française que de mourir du choléra, ou de mourir parce qu'un car rapide qui a tous ses papiers mais pas de frein m'écrase. Donc on meurt tous une fois. Si jamais tu choisis, toi, de te battre pour ton peuple, et que toi, ton peuple est un des peuples les plus pauvres du monde, si tu n'es pas prêt à prendre certains risques, bon, fais autre chose. Mais aujourd'hui, il faut absolument que nos dirigeants aient un peu plus de courage et moins peur de... Je ne crois même pas qu'ils aient peur de quoi que ce soit, c'est juste de la lâcheté. Et juste l'appât du gain, les motards, les beaux costumes, les Mercedes. Hein, je crois que c'est ça ça les plaît, quoi. C'est des bons négros, quoi. Hein? Des mondialités, quoi. Ouais, c'est des bons nègres. C'est des bons nègres. Là-bas, ils appellent des bons nègres. Absolument. Peut-être une dernière question avant votre mot de la fin. C'est comme si c'est le même discours que Y'en a marre prônait il y a quelques années et même peut-être actuellement. Est-ce que vous avez des connexions avec ce mouvement de la société civile, des mouvements comme Y'en a marre, qui en 2012 quand même étaient au fait de la contestation? Bon, aujourd'hui, Y'en a marre, ils sont beaucoup moins visibles, mais certains membres comme Kurgi, c'est-à-dire Kilife et Tchad, que je les ai rencontrés lors de la manifestation contre le franc CFA. Ils s'étaient associés aussi lors du front contre le sommet de la francophonie. Par rapport en tout cas nous, aux idées que l'on développe, le groupe Kurgi est très sensible à ces questions de souveraineté. Il y en a marre en termes d'organisation. Nous ne sommes pas encore assis pour échanger vraiment sur la question et comment... ça serait bien qu'ils prennent aussi ce combat-là
C'est un combat qui pour nous est essentiel. Comme je dis, ça dépasse le cadre de mouvement et de parti et tout ça. Ça, c'est même vous devez vous battre pour ça, les journalistes, les caméramans et tout le monde. Absolument, absolument. Peut-être votre dernier mot, le mot de la fin, si vous avez un appel à lancer, parce que Leral.net a été très content de vous accueillir pour la première émission. Moi, je vous remercie. Je remercie je salue les téléspectateurs, les internautes, ainsi que je sais que Leral est beaucoup suivi par les gens de la diaspora, donc c'est le moment de leur faire un petit coucou. Maintenant, ils ont 15 députés en plus pour les représenter. Leur dire qu'ils investissent beaucoup au Sénégal et que nous profitons beaucoup de leur argent, nous les familles qui sommes ici, et qu'on leur doit en tout cas de se battre pour qu'ils puissent rentrer dans un Sénégal qui soit meilleur.